Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto AutoCAD dans lequel nous allons voir comment dessiner des blocs dynamiques, aussi appelés blocs paramétriques. Alors qu'est-ce qu'un bloc dynamique? Normalement quand on fait un bloc, il apparaît avec juste une poignée et pas d'autres fonctions sur lui, c'est-à-dire qu'on ne voit pas comparé à un vulgaire rectangle. Là on voit qu'il a plusieurs poignées pour bouger les angles ou les segments. C'est pas le cas d'un bloc. Mais par défaut, il a juste le point d'insertion qui est là. Et là, on voit que lui, il a une petite flèche ici. Ce qui peut me permettre de les tirer. Ceci, c'est un bloc dynamique ou paramétrique. Donc, il y a plusieurs types de blocs paramétriques. Voilà, tout cela sont des blocs paramétriques. Et on va voir comment on peut arriver à faire ce genre de choses. Alors j'avais fait un tuto concernant cette fenêtre qui s'appelait créer un bloc paramétrique complexe que vous pouvez retrouver dans la fiche là-haut. Alors on va commencer simplement par faire ceci. Donc je vais faire une fenêtre d'1 mètre par 2 et je vais juste faire une petite croix au milieu, là un croisillon. Donc imaginons que ce soit une fenêtre pour faire des élévations. Et je voudrais que quand je voudrais pouvoir faire grandir la fenêtre, tout simplement pour l'adapter à toutes mes élévations. Donc pour le moment, on va rester très simple, avec juste un petit croisillon ici. Alors, je vais créer mon bloc. Là, je vais l'appeler fenêtre 01, fun 01, voilà. Les objets, je les ai déjà. Je vais convertir ça en bloc. Spécifier à l'écran ici, tout va bien. Hop, imaginons que je mette ma poignée d'insertion ici. Donc je retrouve bien un bloc qui est rigide, je ne peux rien changer dessus. Et j'ai ma poignée d'insertion. Je vais aller éditer ce bloc. Donc je fais modifier. Hop. Et donc ce bloc, je voudrais qu'il puisse grandir. Quand j'arrive dans l'éditeur de bloc, ça m'a rajouté un petit onglet ici, qu'on voit en bleu, éditeur de bloc, et j'ai des contraintes géométriques ici, des contraintes dimensionnelles, et d'autres choses qu'on verra plus tard ici. Alors ici en soi, il n'y a pas grand chose, c'est un raccourci de ceci, qu'on verra tout à l'heure. On va d'abord se concentrer sur des blocs sur lesquels on va appliquer des contraintes, soit géométriques, soit dimensionnelles. Typiquement, si là je voulais agrandir juste ma fenêtre, je vais mettre une première dimension ici. Je valide. Donc ça ressemble un peu à une cote pour le moment. Je clique les points qu'elle doit cibler. Je valide en faisant entrer, une fois que je l'ai positionné. Et on va voir que, alors je peux aller tester mon bloc à gauche, je vais aller le tester. On va voir qu'il m'a rajouté 2 poignées ici. Les poignées vont me servir à étirer mon bloc. Là, problème, quand j'étire, il se passe un peu n'importe quoi. Parce que pour que ça s'étire de manière correcte, il faut que j'aille contraindre ma forme du point de vue géométrique. Alors je vais fermer mon testeur de bloc en haut à droite. Et du coup, dans un premier temps, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller mettre des contraintes géométriques. Alors, je pourrais faire ici contrainte auto. Dans certains cas, ça va mal fonctionner. Donc prenez l'habitude au début, quand vous avez des formes assez simplistes, de tester les contraintes géométriques ici. Il faut savoir que ces contraintes paramétriques, on les retrouve en dehors de l'éditeur de bloc. Voilà. On les retrouve ici. J'ai des contraintes dimensionnelles et des contraintes géométriques. Typiquement, si je fais un petit cercle, et on va faire un segment là. Si dans mon paramétrique, je dis que mon cercle et ce segment là doivent être toujours tangents, eh bien ça fonctionne. Ce qui fait que si je déplace maintenant mon cercle, ça déplace automatiquement mon segment pour qu'il soit toujours tangent à mon cercle.
Donc je vais aller faire ça là, appliquer des contraintes géométriques à mon bloc. Donc j'ai dit que je pouvais mettre des contraintes auto, mais grosso modo, je vais aller vous détailler ce qu'il y a là et vous dire ce que je vais utiliser. Ici, il y a la coïncidence. La coïncidence, c'est pour dire que deux points doivent se toucher, tout simplement. Par exemple, là, je pourrais dire que, on voit que du moment que je passe sur ce segment, il connaît 3 points sur ce segment. Son extrémité au bord, là, sa seconde extrémité, et son milieu. Et donc, dès que je me balade sur le segment, il va m'indiquer, si je m'approche du milieu, je vois une petite croix rouge, là, si je m'approche ici, et par exemple, je pourrais dire que le haut de ce segment doit toujours être au milieu de celui-ci. Alors attention, si je clique mal, ça va changer ma forme. Parce que je viens de dire, le haut du segment devait être à l'extrémité droite de celui-ci. Donc ça va changer ma forme. Collinéaire. Collinéaire, ça veut dire quoi? Je vais pouvoir imposer à deux segments. Imaginons que je fasse ça. Et je vais en faire un autre ailleurs. Voilà. Je pourrais imposer à ces deux segments d'être collinéaires. Ça veut dire qu'ils doivent être alignés entre eux. Ça y est, là, ils sont collinéaires. Je vais pouvoir aussi imposer à des cercles d'être concentriques. Donc si je prends deux cercles, je les sélectionne là, je retourne ici, et je dis qu'ils sont concentriques. Ils sont concentriques. Alors en soi, je vais pouvoir agrandir mes cercles, mais dès que j'en déplace un, ben, l'autre se déplace avec. Ils sont obligés de conserver un centre en commun. Je vais retrouver ici un petit cadenas pour dire à quelque chose qu'un point doit être fixe et que les éléments doivent tourner autour. Je peux obliger des parallèles. Donc c'est ce que je vais faire tout à l'heure parce que ces droites-là, ces segments-là doivent tous être parallèles entre eux. Je peux obliger quelque chose à être perpendiculaire, à être horizontal, à être strictement vertical, mettre des éléments qui doivent être tangents entre eux, que ce soit des cercles entre eux ou des segments avec des cercles. D'où, donc c'est une contrainte qu'on applique à une spline, c'est pour que ça revienne grosso modo à faire une tangente. Deux splines vont se réunir pour avoir un arc de cercle en commun qui soit doux. On peut imposer une symétrie et imposer deux distances, que deux trucs soient égaux en longueur. En soit je ne vais pas en avoir besoin. Donc là, je pourrais dire par exemple que ce segment doit toujours être horizontal. Je vais pouvoir dire que lui et lui doivent être perpendiculaires. Ça ne me servira à rien de mettre plein de perpendiculaires partout, même si en soi j'ai une perpendiculaire là, ici, là, là, encore en haut, aux deux extrémités, parce que je vais définir, moi, des parallèles. Donc ces deux-là sont parallèles, ces deux-là sont parallèles entre elles, ce qui fait qu'elle est forcément parallèle à celle-ci. Donc j'ai pas besoin de le mettre. Si j'essayais de le mettre, il me dirait que je surcontrains la géométrie. On va le voir, il va mettre un message d'alerte. Impossible d'appliquer la contrainte, elle est en conflit avec des contraintes existantes. Ça veut dire qu'il connaît déjà cette valeur, il ne peut pas la mettre. Donc je vais reparer maintenant pour les horizontales. Elle est parallèle à celle-ci, et elle est parallèle à celle-ci. Comme celles-ci sont parallèles entre elles et que celle du bas est perpendiculaire à elle, qui est parallèle aux autres verticales, elles sont obligées d'être toutes perpendiculaires entre elles. En soi, pour l'exo, là, j'ai fini au niveau contrainte géométrique, je vais maintenant mettre une contrainte linéaire. Je vais commencer par celle-là. Je la dépose et je valide. Et donc là, par exemple, si j'allais mettre une seconde contrainte linéaire, et que je valide, on va voir ce que ça donne, je vais tester mon bloc, je vais pouvoir agrandir mon bloc en hauteur et en largeur. Cependant, il y a un petit souci. Là, les traits, ils ne sont pas restés sur mes bords. On voit bien qu'ils ne sont pas grandis de la même façon, et ma croix n'est pas restée au milieu. Alors, pour que mes traits restent sur les bords, je vais utiliser ce que je montrais tout à l'heure, la coïncidence.
je vais dire que l'extrémité du haut de ce segment doit coïncider avec ce milieu-là. Et je vais faire pareil pour les autres. Alors je fais entrer pour rappeler la fonction. Et donc l'extrémité ici doit être coïncidente avec ce milieu. Déjà là, quand je vais aller tester mon bloc, on va voir que maintenant ma croix reste bien au milieu. Et ça y est, mon bloc fonctionne. Ma croix reste au milieu et mes segments suivent les bords de mon rectangle. Si je voulais que, imaginons que j'ai une taille de fenêtre standard et que je dois garder les proportions en toute occasion. Donc ça voudrait dire que par exemple, quand j'agrandis la hauteur, la largeur doit s'agrandir aussi, pour que ça reste proportionnel. Je vais pouvoir dire ici que D2, au lieu d'être égal à 1, il va être égal à D1 sur 2. Alors pourquoi D1 sur 2? Parce que dans mon exemple, mon rectangle fait 1 mètre par 2. Donc distance 2, là en bas, fait la moitié de D1. Donc D1 divisé par 2. Et on va voir, là quand je sors, je vais enregistrer mon bloc. J'ai bien qu'une seule poignée maintenant. Et je peux l'agrandir comme je veux. Et du coup, là, quand je vais agrandir ça, je pourrais même lui dire, par exemple, donc là, je l'avais rétréci, si je veux que ma fenêtre fasse 1,50 m de haut, je peux dire 1,5, entrée. Et là, si je vais mesurer, on va voir que la mesure fait 1,5 tout pile. Donc ça, c'était relativement simple. Imaginons que je veuille faire la même chose, mais un peu plus élégamment. Et du coup, que quand j'agrandisse la fenêtre, mon petit croisillon là reste au milieu, mais au lieu que ce soit simplement fait avec des traits, que ce soit un peu plus réaliste niveau fenêtre, là, que ce soit une fenêtre ou une porte, ça pourrait être une porte avec un petit motif. On va voir comment on peut faire ça. Donc je refais une porte à côté là. Allez. 1 par 2. Je vais refaire pour le moment juste un petit croisillon comme il y avait sur l'autre. Et du coup, là, pour arriver à faire mon motif, j'ai utilisé l'outil décalé. On va dire que je veux que mes trucs de base fassent 10 d'épaisseur. Donc le milieu, là, je le décale de 0,5 et de 0,5. Je vais décaler ma porte, là, mon rectangle de l'intérieur de 10, donc de 0,1. J'ai plus qu'à aller faire un petit contour. J'ai plus besoin de ça. Et j'ai plus besoin de ça. Pour le moment, je vais conserver la petite croix centrale. On va voir pourquoi. Ça me permettra de vous montrer un outil. Et donc, je vais créer mon bloc. Allez, on va l'appeler comme ça. Et je mets mon petit point de base. Je vais de suite aller modifier mon bloc. Alors typiquement là, si j'essayais d'appliquer les contraintes géométriques de manière automatique, ça risque de bugger. On voit qu'il m'a bougé certains traits, ma porte a bien changé. Alors je vais éviter de le faire. Et je vais le faire manuellement. Ces traits-là, je ne les veux pas, mais peut-être que je vais pouvoir m'appuyer dessus plus tard. Alors, il y a un outil qui est pratique ici, qui permet de mettre des traits, ce qu'on appelle en construction. Je vais les convertir en construction. Donc là, ils apparaissent en pointillé, je pourrais m'appuyer dessus pour dessiner, mais ils n'apparaissent plus dans mon dessin. Ils n'apparaissent pas ici, mais ils existent pourtant bel et bien dans mon bloc. Donc ici, je pourrais voir l'état de la contrainte, et ici, supprimer des contraintes. Donc je veux des contraintes, donc je vais recommencer, comme tout à l'heure, je vais mettre allez, une perpendiculaire ici, dire que ça doit toujours être horizontal. Je vais pouvoir lui dire désormais que ça, c'est parallèle à ça. Donc lui, il est parallèle à lui. Lui, il est parallèle à lui.
Hop. Pareil en horizontal. Alors on a vu que j'ai fait ceux de gauche et ceux du bas. J'ai pas fait ici en vertical ni ici. Pourquoi? Parce qu'au lieu de les remettre en parallèle, je vais mettre qu'ils sont collinaires. Effectivement, ils sont bien alignés. Et l'avantage, c'est que tout à l'heure, quand j'aurai mes déplacements, si j'avais pas fait ça, j'aurais eu beaucoup plus de contraintes dimensionnelles linéaires à mettre. Alors que là, quand je vais bouger ce trait-là, comme l'autre va être collé, on voit que là, il se passe, je bouge que ça. Alors que si je lui dis que ça et ça, c'est collinéaire, quand je vais bouger ça, ça bouge l'autre. Donc je vais mettre des collinaires un peu partout. Ici, lui est collinaire avec lui, et celui-ci collinaire avec celui-là. Pareil là, les deux d'en bas. Ici, et le haut. Ce qui va me permettre maintenant, si je bouge ça, donc soit ça demeure juste. Ça c'est bien collinaire avec là, ça c'est bien collinaire avec ça, celle-ci est bien collinaire avec celle-ci, et pareil en haut, même si la forme est toute moche pour le moment. Peut-être qu'il manque une parallèle quelque part là, que si lui il a pu bouger, non. Ok, et si je refais la même chose là? Ok, c'est bon. Ça fait plus d'oblique. Je vais mettre des contraintes dimensionnelles. Alors j'ai dit que lui, pas de souci, il fait 2. Donc ça va être ma poignée plus tard. Je remets une contrainte linéaire. Et lui, je vais dire qu'il fait D1 sur 2. Et là, ça va être un peu plus technique que tout à l'heure. Il faut que je pense aux autres mesures. Je vais pouvoir lui dire que... Ah non, pardon, j'ai oublié un truc avant. J'ai oublié de mettre mes coïncidences. Donc lui coïncide bien avec lui. Sinon, les traits ne vont pas rester accrochés. Même si en soi, pour cette forme, c'est pas vital. Je préfère le faire. Ok. Donc, j'allais mettre les mesures. Et ce que je veux là, c'est que donc lui, il fasse bien la moitié de lui. Et pour que les autres ne bougent pas, je ne vais pas mesurer ça. Parce que ça va être trop dur de faire en sorte que ça, ce soit un facteur de ce trait-là ou de celui-ci. Par contre, j'ai dit que ça faisait 2 mètres et que les espaces, ils faisaient 10. C'est-à-dire qu'ils sont 20 fois plus petits que ça. Donc, je vais faire ça. Et je vais dire que D3 doit être égal à D1 divisé par 20. Je vais continuer. Alors ça sert à rien que je le mette ici, d'accord? Dans ce sens, puisque ça doit être collinéaire. On voit que là, il m'empêche, ça surcontraint la géométrie. Donc je vais aller juste le mettre, reprendre les mêmes points là, en vertical, et je vais dire que c'est égal à D3. Ici, c'est également égal à D3. Alors tout à l'heure, j'ai dit que ça va rien le mettre, mais la distance qui est là, cette diagonale, il y a une distance en verticale, en X, enfin en Y, pardon, et en horizontal, en X. Là, je viens de mesurer la distance dans les X. Je vais dire pareil au milieu. Ça doit être égal à D3. Et pour être sûr que ça reste au milieu, je vais lui rajouter une valeur, parce que comme je ne vais pas mesurer ça, là, ce trait-là, pour être sûr que lui, il ne raccourcisse pas et que lui se rallonge, pour être sûr que ça reste bien au milieu, je vais mesurer ça là. Et je vais lui dire que c'est D3 sur 2. Ça sert à rien que j'aille mesurer de là à là, puisqu'encore une fois, c'est collinéaire avec ce qui se passe en haut. Donc je vais donner une distance pour lui, toujours égale à D3. Je vais dire que cette distance, c'est toujours D3 sur 2.
Il me reste normalement plus que cette distance-là à mettre, si je dis pas de bêtises. D3 sur 2. Donc on voit que toutes mes distances... Pardon, c'était égal à D3. Je l'ai vu de suite parce que ça a changé ma géométrie. Voilà. Je vais aller tester mon bloc. Et donc quand je bouge cette fenêtre, ce paramètre-là, ça bouge toute ma porte. Elle reste parfaitement proportionnelle. Et c'est bien un bloc qui bouge d'un coup. Donc je peux enregistrer mon bloc et j'ai fini avec lui. On va voir maintenant comment faire un autre type de bloc paramétrique sans utiliser les paramètres qu'on vient de mettre là, les contraintes géométriques et les contraintes dimensionnelles. Alors je vais repartir tout simplement, on va voir qu'on va avoir beaucoup plus d'options, d'un petit rectangle, on va dire que, allez, 2 par 1. Imaginons que je sois, je sais pas moi, menuisier, et je veux pouvoir faire des bureaux. Donc imaginons que j'ai mes plaques de bois là, et qu'elles fassent toujours pour le moment 1 mètre de profondeur ici, mais que je puisse varier leur longueur. Et du coup j'aurais besoin que quand je fais des bureaux, je pourrais faire des bureaux personnalisables, et ils font toujours 1 mètre de profondeur, mais je peux varier la distance ici. Parce que j'ai mes pieds préfabriqués, j'ai plus qu'à les caler en dessous. Et si la personne veut un bureau d'1 mètre 75, et ben je lui fais un bureau d'1 mètre 75. Si elle veut un bureau de 3 mètres, je lui fais un bureau de 3 mètres de long. Alors je vais créer un bureau. Allez, on va appeler bureau 01, ça sera très bien. Et je vais mettre mon point d'accroche ici. Pardon, il est où lui? C'est lui. Donc j'ai dit que je voulais qu'il puisse grandir dans ce sens. Alors je vais aller l'éditer. Toujours, ça se passe toujours dans l'éditeur de blocs. Et on voit à gauche là, j'ai une fenêtre flottante qui s'appelle la palette de création. C'est ce truc ici là qu'on peut activer ou désactiver. Et je vais montrer là pour le moment juste le paramètre linéaire. Je vais mettre... Allez, je vais mettre là-haut. Je vais mettre une distance. Donc ça, c'est mon paramètre. Et un paramètre peut avoir plusieurs actions. Un paramètre peut avoir des propriétés, et chacune des actions a ses propriétés à elle. Typiquement, là, le simple fait d'avoir fait ça, je vais pouvoir mettre une action maintenant, et par exemple, j'ai dit que je voulais pouvoir étirer ce segment-là, pour faire grandir mon bureau en longueur. Je vais prendre une action d'étirement. Alors là, j'ai toujours des élèves qui ont beaucoup de mal avec ce qui va se passer là. Pourtant, c'est très simple. Tout est marqué en bas. Ici, je dois marquer sélectionner le paramètre. Mon paramètre, c'est distance 1. Il me demande de sélectionner un point d'accroche là. D'accord? Un point paramétrique, ça va être ma poignée d'étirement. Alors, j'ai beaucoup d'élèves, j'ai beau leur expliquer. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent me cliquer précisément ici. En fait, ça sert à rien. Dès que je suis un peu plus à gauche par rapport au milieu de ma forme, là, de mon paramètre, dès que je suis un peu plus à gauche, la poignée vient se mettre là, on voit la croix rouge. Dès que je suis un peu plus à droite, elle se met à droite. Donc là, moi je veux mettre la poignée à droite. Je peux cliquer n'importe où à droite de ma forme. Ensuite, il me dit de spécifier le premier coin du cadre de l'étirement. En fait, je vais devoir faire un cadre qui va incorporer à l'intérieur de celui-ci chacun des points qui vont participer à l'étirement. Donc là, je fais ça pour que ces 2 points soient dans mon cadre d'étirement. Et là, il me dit sélectionner les objets. Mon objet, c'est bien ce rectangle. Je fais entrer. Ça y est, j'ai fini, je l'enregistre. Et là, je peux bien grandir, rallonger ma plaque de bois. Alors, imaginons que c'est bien beau de pouvoir faire ça, mais j'ai pas des plaques de bois qui sont infinies, d'accord? Mes planches, elles ont une limite. Imaginons qu'au maximum, là, j'ai des planches de 3 mètres de long.
et que c'est pas rentable pour moi de faire des bureaux de moins d'1,50 m. Je vais éditer mon bloc pour lui imposer ça. Et donc j'ai dit que ma distance ici pouvait avoir des propriétés. Effectivement, ici, je vois des propriétés communes à n'importe quoi sur un dessin AutoCAD. Hein. Le calque, sa couleur, le type de tracé, etc. Et là, j'ai le jeu de valeurs. Dans le jeu de valeurs, je peux lui mettre une distance minimum et une distance maximum. J'ai dit 1,5 par 3. Et donc, là, maintenant, on voit bien que j'ai mis 1,5 par 3. Si je vais tester mon bloc, ça ira plus vite que d'enregistrer. J'ai bien ma poignée. Et je ne peux plus descendre en dessous d'1,5 et je ne peux pas aller au-delà de 3. Alors, c'est bien beau, mais imaginons que j'ai pas envie de faire des bureaux de 2 mètres et 31-36, je sais pas quoi, nanomètres. Je veux pouvoir dire, eh bien mon bureau doit faire telle et telle mesure, ou je fais un bureau entre 1,50 m et 3 mètres, mais tous les 10 cm. Donc 1.6, 1.7, 1.8, etc. jusqu'à 3. Alors si je voulais faire ça, je reprends mon paramètre de distance. Alors là pour le moment il y a deux, j'en profitais au passage, il y a 2 poignées, mais je vais tout mettre sur ma poignée droite moi au fur et à mesure. Donc quand je vais dans propriétés, je vais dire que je veux qu'une poignée. Voilà, comme ça pas d'erreur. Alors, ici je vois que dans mon jeu de valeurs, j'ai mis ma distance minimum, ma distance max. Et type de distance, il n'y a aucune. Et il y a 2 autres trucs. Il y a incrément et liste. Si je mets incrément et je dis que c'est 0.1, je vais retester mon bloc. J'ai bien ici mon bloc qui peut grandir de 10 en 10. On voit en haut là, un 6, un 7, tac, 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 tous les 10 cm jusqu'à 3 mètres. Donc ça, c'est l'incrémentation. À quoi servirait la liste? La liste, imaginons que j'allais mettre ici donc en liste. Et là, liste valeur par défaut, comme il fait 2 mètres de base, il y a marqué 2, je peux cliquer là-dessus et je vais rajouter des distances. Donc j'ai dit qu'il pouvait faire 1.5. Imaginons qu'il puisse faire 1.75, 2.5 et 3 mètres. Si je fais ça, et je vais tester mon bloc peut bien faire 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3 mètres, et rien d'autre. Donc ça, c'était avec juste une seule action, qui était un étirement. On voit bien que ça fonctionne ici. Imaginons que je veuille faire en sorte que... allez, je vais faire celui-ci là. Donc mon bureau peut faire... allez, entre 70 et 1,20 m, ça me semble pas mal. Et s'étirer là. On voit que j'ai dessiné un sous-main et une chaise. Il reste toujours au milieu, ces 2 éléments. Alors on va voir comment faire ça. Je vais reprendre celui-ci et l'éditer. Alors on voit bien qu'on n'utilise plus du tout les contraintes géométriques et dimensionnelles. Hein. Je vais plus me servir que de ces paramètres-là. Alors, j'avais 2 poignées sur l'autre. Alors avant je vais dessiner, pardon, tant qu'à faire. Je vais dessiner un sous-main. Imaginons qu'il fasse 0.6 de large par 0.4. Hop. Et je vais faire, allez, un petit fauteuil. On va faire, je vais mettre un 0.3 d'ici. Je vais faire 0.25. Et je vais faire un petit dossier à ce fauteuil. Allez, ça ira très bien. Voilà. Donc, j'ai dit que je voulais que ça, là, ça reste toujours au milieu quand j'étire en largeur.
Par contre, ça va devoir suivre quand je l'étire dans la profondeur. Alors je vais de suite aller mettre un deuxième paramètre. Alors juste faites attention parce que le sens dans lequel vous mettez les paramètres influe sur le sens de la flèche. Là typiquement tout à l'heure j'ai mis de gauche à droite, la flèche est à droite par défaut. Là j'ai mis de haut en bas, la flèche sera en bas. D'ailleurs pour pas qu'on se trompe là, si je fais une flèche, on voit bien que c'est celle du haut qui disparaît. Alors ici j'avais un étiré qui n'étirait que ce côté-là. Et je voudrais que cela se déplace, mais que ça reste au milieu. Alors on voit que dans les actions, j'ai bien le déplacement. D'accord, l'action de déplacer. Donc toujours pareil, je sélectionne mon paramètre, le côté de ma poignée, c'est bien celui-là, et les objets qui doivent se déplacer. Alors attention, je ne sélectionne pas le bureau. Sinon le bureau va se déplacer et en plus va avoir l'étirement. Ce qui ferait ça. Alors je fais exprès de le faire faux là. On va aller le tester. On voit bien que ça se déplace en même temps que ça s'étire. Et comme ça s'étire autant que ça se déplace, ben mon sous-main et ma chaise ne restent pas au milieu. Alors si je fais une erreur de ce type, pas de panique, je peux aller cliquer là-dessus, et je pourrais le supprimer, ou refaire un jeu de sélection. Je vais faire nouveau, et mes objets, c'est ça, et pas le bureau. Donc je vais aller tester, on va voir que ça marche encore pas. En soi, le déplacement va fonctionner, mais quand je me déplace par exemple d'1 mètre sur le côté, le bureau s'est allongé d'1 mètre, mais ça s'est déplacé d'autant, mon sous-main et ma chaise. Du coup, ils sont plus centrés. Parce que pour que ça fonctionne, il faudrait qu'ils se déplacent que de la moitié. Alors pour faire ça, j'aurai deux solutions. Alors, pour le moment, je vais enlever lui, pour qu'on voit les deux solutions. Je vais dire à lui, ici, j'ai dit tout à l'heure que les distances pouvaient avoir des propriétés, et les actions aussi. Donc dans les propriétés, je vais dire que lui, dans variateur de distance, au lieu de 1, il fait que 0,5. Ça veut dire que dès que je vais décaler cette poignée là, mon bureau, ma plaque en bois va s'étirer d'autant que la poignée s'étire, mais le déplacement ne fera que la moitié de déplacement de la poignée là. Donc mon sous-main et ma chaise, comme ils vont se déplacer que de la moitié, ils vont rester au milieu. Je vais le tester. On voit bien que, hop, comme il ne se déplace que de la moitié du facteur de déplacement, il reste au milieu. Donc j'ai dit qu'il y avait un autre moyen de le faire. Il aurait fallu que, allez, ma distance soit juste ça. Et à la place du déplacé, je vais aller mettre un deuxième étiré. Toujours la même distance, toujours le même paramètre, toujours le même point. Par contre, je vais étirer ça et mon objet, voilà. Je vais aller tester. Donc j'ai dit que ça, c'était censé s'étirer aussi. Donc il va y avoir un souci. Comme j'étire les deux côtés du même facteur, d'accord, de la même façon, ça équivaut à un déplacement. Et c'est pas ce que je veux. Donc je vais revenir ici, et ma deuxième action, là, je vais aller dans ses propriétés, et lui dire que je pourrais taper -1, ça marcherait. Donc quand je vais me déplacer d'1 mètre sur la droite, il va faire -1, donc il va partir à gauche. On va aller tester. Donc là, c'est plus mon sous-main et ma chaise qui se déplacent, c'est ma plaque en bois qui s'élargit des deux côtés. Et donc j'aurais pu aussi, à la place du variateur de distance -1, si je remets 1, mettre décalage d'angle à 180, ce qui fait que quand lui part
1 mètre sur la droite, lui part 1 mètre sur la gauche. Parce qu'il regarde la direction et il va à 180 degrés. Donc la direction opposée. Alors je vais revenir en arrière. Et je veux que maintenant, je vais mettre un deuxième paramètre pour pouvoir changer la profondeur de mon bureau. J'ai dit que c'était de 70 cm à 1,20 m. Et forcément, quand j'agrandis mon bureau, je veux que mon sous-main et ma chaise restent bien positionnés. J'ai pas envie que quand je vais aller agrandir, ça fasse un truc comme ça là. Il faut que le sous-main et la chaise restent bien positionnés. Donc je vais mettre un deuxième paramètre. Et je vais faire une action. Donc j'ai toujours une action d'étirement puisque ce bureau doit s'étirer. Je vais dire que ça c'est mon paramètre. Ma poignée c'est celle du bas. Et mon cadre d'étirement, d'accord, je veux ces 2 points. En soi ça va marcher. Mais ça va m'obliger ensuite à remettre un déplacé sur ces 2 éléments. Alors que c'est tout bête, hein, mais si je fais étirer, alors toujours le même paramètre, toujours la même poignée en bas, et que je fais ça, et comment de sélectionner mes objets, je prends tout ça, comme j'étire du même facteur tous les points de mon sous-main et de ma chaise, ça équivaut à un déplacé. On va tester. Non, je peux l'enregistrer, il va être juste. Et donc, hop, j'ai juste oublié de mettre des limites en hauteur, je vais aller le faire de suite. Mais on voit que, quoi qu'il arrive, ça reste bien positionné. Bien au milieu, dans la largeur et dans la profondeur, ça suit bien le mouvement pour toujours être au bord. Et du coup, j'allais modifier. J'ai dit que distance 2 devait faire entre 0.7, 1.2, et pareil, je vais mettre tous les. Je vais faire un incrément ici. Tous les 10, ce sera parfait. Et donc voilà, on voit bien que ça fonctionne aussi bien en largeur qu'en profondeur. Je vais maintenant vous montrer comment faire cette porte là. Alors, c'est une porte qui peut s'étirer, changer en symétrie. Et on voit que en plus, je peux la fermer à 45, l'ouvrir à 90, voir les 3 positions de la porte ou la fermer complètement. Et en plus de ça, si j'ai un tracé, imaginons que j'ai ça là, je vais mettre une rotation pour qu'on voit mieux. Quand j'insère cette porte, elle s'aligne avec l'objet sur lequel je le pose. Ce bloc là. Alors je vais recréer cette porte. Alors imaginons que ce soit les montants, ils doivent faire 0.07 et je vais partir sur une porte d'une ouverture de 90 là. Donc je vais faire un rectangle de 0.9 par 0.07. La porte en elle-même, donc quand j'ai une ouverture de 90, la porte normalement elle fait 83. Donc 0.83 et je vais mettre les 0,5 d'épaisseur. Ça fait déjà une jolie porte. Je la centre. Et j'ai dessiné les petits montants là. Allez, ça c'est la petite butée. Je vais faire la même de l'autre côté. Alors je pourrais la dessiner ou directement faire un miroir. Et je vais faire un petit contour. C'était plus simple que de dessiner les 2 montants de chaque côté. Alors c'est tout bête là. Mais je dessine la porte à plat, pourquoi? Parce que je recommande à mes élèves de dessiner leur porte à plat quand ils font un truc comme ça. Parce que trop souvent, j'ai vu des élèves me dessiner la porte directement comme ceci et se tromper dans les valeurs. Et puis se dire, ben, c'est bizarre, quand je veux faire le cercle de giration de ma porte, quand je vais au bout de la porte, ça ne va pas jusqu'au montant. Et quand je vais jusqu'au montant, bah, ça coupe ma porte. Alors que si on dessine la porte à plat, c'est vraiment très bête, hein, mais on a directement les bonnes dimensions.
Il me reste plus qu'à faire pivoter ma porte là où il y a le gond. Et c'est bon. Donc là, ma porte, alors je pourrais déjà l'enregistrer comme ça. Allez, je vais le faire. Donc je vais m'appeler... Et je vais mettre le point de base ici. Tout simplement parce que quel que soit le mur ou mon sens de rotation de la porte, je pourrais m'appuyer en plein milieu du... Si j'ai un mur de 0,7, m'appuyer au milieu du mur. J'aurais pu mettre une extrémité pour se roter pareil. Je vais aller éditer ma porte. Et donc cette porte, moi, je veux plusieurs choses. Je veux qu'elle s'agrandisse, que ça puisse faire pour une ouverture de 80 à 1,20 m par exemple. Je veux qu'on puisse l'afficher à différents stades d'ouverture, au moins à 45 degrés ouverte ou fermée, plus toutes les variations. Donc ça fera 4 états de visibilité. Et je veux qu'on puisse la changer de sens, que ce soit par une symétrie horizontale ou verticale. Et en plus de ça, je vais vouloir que ma porte puisse s'aligner à des objets quand je vais la coller quelque part. Pour faire tout ça, je vais commencer par dessiner ma porte à 45 à 90 degrés. Donc je fais une rotation. Et pour pas perdre ma porte d'origine, je vais faire C entrée pour copier 45. Je reprends L. C entrée 90. Donc ma porte elle fait 83. Je vais prendre des parfums rayons. Et je veux donc un arc de cercle qui fait ça et qui fait point 83. Je vais refaire un second qui part du même point pour arriver là-haut à point 83. Donc là j'ai tous les états de ma porte pour le moment. Je vais me contenter de le faire comme ça. Et donc je veux que ma porte puisse s'agrandir. Je vais donc mettre un paramètre linéaire sur la largeur de ma porte. Et je vais mettre en bas, ce sera plus simple visuellement pour moi, pour pas que les points soient les uns par-dessus les autres. Et je vais aller mettre des actions. Donc j'ai une action d'étirement, parce que je veux que ma porte s'étire. J'ai 3 portes qui doivent s'étirer. Alors là, pareil, je vais mettre le point à droite. Il me demande le cadre d'étirement. Pour le moment, je vais étirer. Je ne peux pas étirer les 3 en même temps, puisque j'en ai une qui va s'étirer à l'horizontale, l'autre elle doit s'étirer à 45 et elle à 90 degrés. Donc je vais prendre mon cadre d'étirement et je pourrais, normalement il faudrait que je fasse un étirement pour ça et un déplacé pour ça. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je sélectionne des objets, si je sélectionne tous les points d'un objet pour l'étirer, eh bien ça équivaut à un déplacement. Donc je veux que cet objet et cet objet puissent subir l'étirement. En soi, là, si je vais tester mon bloc, on voit que dès que je l'étire, ça fonctionne, j'ai bien ça qui se déplace. Et la porte qui s'étire. Je vais vouloir que cette porte s'étire également, mais à 45 degrés, et celle-ci à 90. Donc je vais refaire des étirés. Toujours le même paramètre, même poignée. Je fais mon cadre d'étirement, et c'est cet objet. Je vais le sélectionner, et lui dire, lui, il doit s'étirer avec un décalage d'angle de 45. Je vais faire la même chose pour ça, là. Mon paramètre. Je choisis le côté de la poignée, mon cadre d'étirement, mon objet, entrée. Je viens sélectionner mon action d'étirement et je vais dire que lui, il a un décalage d'angle à 90 degrés. On va déjà vérifier que cela fonctionne. Et on voit que ça marche bien. Alors pour éviter de faire ce genre de choses, là, je vais aller de suite mettre en distance ici un incrément tous les 10 et j'ai dit que ça pouvait faire de 0.8 à 1.2, c'est très bien. Donc je veux que maintenant mes arcs de cercle grandissent en conséquence.
Alors, ben là, ça va être très simple. Il suffit que, toujours sur le même paramètre, je vais mettre une échelle. Mon paramètre, les objets. Je peux sélectionner les deux d'un coup. D'accord, pas la peine que je le fasse en deux fois. Si je vais tester mon bloc. Je vois que ça fonctionne. Du coup, maintenant que j'ai fait mon échelle, ma porte fonctionne. Le problème, c'est que je voudrais aussi qu'elle fasse des symétries. Je vais mettre d'autres paramètres et j'ai des paramètres d'inversion là, inversés. Et je vais dire qu'elle doit pouvoir s'inverser par rapport à cet axe-là. Alors l'état d'inversion, là, je peux le placer où je veux. Ce qui va compter, c'est cette petite flèche. Et je vais pas la mettre ici parce qu'elle risque de se mêler avec le point d'insertion. Je vais la mettre plutôt par là. Et je vais mettre maintenant une action d'inversion. Et je vais dire que ça doit inverser tout ça, tout simplement. Hop. J'allais mettre un nouveau paramètre d'inversion. Non, on va le tester avant. Je sélectionne ma porte et on voit que j'ai décalé ma petite flèche là. Quand je clique dessus, ma porte, voilà, elle se décale. Alors, ici, c'est normal que ça ne fonctionne plus. Pas de panique. Alors, c'est normal pourquoi? Parce que lui, il est prévu pour, quand j'étire, cette porte-là, elle s'étire à 45, donc elle va monter par là. Et elle s'étire à 90, donc elle va rétrécir. C'est tout à fait logique. Pas de panique. Je me remets comme ça. Il a bugué. Voilà. Hop. Quand je reviens en arrière, là. Si je fais mon étirement avant, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Il faut que je mette la dimension correcte avant de faire ma symétrie. Donc je vais faire une symétrie axiale maintenant. Donc, pardon, il faut que je ferme le testeur. Et je vais aller mettre ma symétrie axiale. Donc je reprends un paramètre inversé. Et là je vais faire mieux de la porte parce que quand je voudrais changer, ce sera plus pratique que ça passe par le milieu de la porte. Allez, pareil, lui je peux le mettre où je veux. Et ce point de symétrie, ça ira très bien. Je vais mettre une action d'inversion. C'est donc sur ce paramètre là. Et ce que je veux inverser, ben, c'est tout. Je vais aller tester mon bloc. Donc ça fonctionne. Toujours pareil. Arrivé ici, si je voulais faire mon étirement maintenant, ça part en vrille parce que lui part à 45 et lui rétrécit parce qu'il y a un facteur de 90 dans l'autre sens du coup puisque j'ai changé la flèche. Mais en soi, il suffit que j'ai fait mon étirement avant et là j'aurai pas de problème. Alors j'ai juste décalé un petit peu cette flèche là parce qu'on voit qu'elle est en plein milieu, ça risque de gêner. Allez, je vais mettre par là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je l'ai dit par là. Merci. Donc maintenant, il me reste à faire le fait que ma porte s'accroche. Je vais dire qu'elle doit s'aligner. Donc mon point d'insertion est là, normalement. Et je vais faire un bon trait vertical. Ce qui va me permettre que si j'ai un mur qui ressemble à ça, et que je veux insérer ma porte, et ben selon le mur sur lequel je me place, ma porte s'aligne. Voilà. Donc là, c'est le mur est rectangulaire, donc ça tourne de 90 à chaque fois. Mais si j'avais quelque chose d'oblique, ça marcherait aussi. Hein. Il me reste un dernier truc à faire, c'est que je ne veux pas avoir les trois portes d'un coup. Donc j'allais modifier. Et on voit que là, j'ai un outil qui est grisé, il est inutilisable. Ce sont les états de visibilité. Alors, je vais aller mettre le paramètre de visibilité.
Et on voit que maintenant, c'est plus grisé. Pour le moment, j'ai qu'un seul état de visibilité, c'est l'état de visibilité 0, c'est-à-dire qu'il affiche tout pour le moment. Je vais aller créer plusieurs autres états. Alors déjà, on voit que quand je clique ici, je vois mes états de visibilité. Je peux renommer celui-là. Donc là, je vais dire que c'est allez, all, comme ça on voit toutes les portes. Je vais en créer un nouveau, c'est ma porte fermée. Je vais faire une porte à 45 et une porte à 90. Alors là, je vais le faire comme ça, mais j'aurais aussi pu mettre un paramètre de rotation et limiter ma rotation ici. Ça m'aurait fait une poignée et j'aurais pu faire tourner ma porte. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer visibilité parce que c'est un peu plus spécifique. La rotation, ça se comprend tout seul. Alors, il se passe quoi ici? J'ai mon état de visibilité et je peux choisir lequel je veux voir. Le all, je veux voir toute ma porte, donc il n'y a pas de souci, j'affiche tout. Je vais lui dire que quand je veux voir la porte fermée, ici, là, je peux choisir ce que je rends visible ou ce que j'invisibilise, ce que je masque. Et je vais dire que quand ma porte est fermée, je masque ça. On voit qu'ils disparaissent. Si je veux les revoir, si j'ai fait une erreur, je peux dire ici, je veux faire le mode visibilité et je les vois réapparaître en grisé, ce qui me permettrait de les réafficher comme ça. Donc là, par contre, je veux bien qu'ils soient masqués. On va dire, j'ai pas besoin de ça du coup. Lorsque ma porte est à 45 degrés, ce que je veux masquer, c'est la porte fermée, cet arc de cercle et cette porte-là. Et lorsque je suis à 90, ce que je veux masquer, c'est la porte fermée. Alors, voilà. Et cette porte-là. J'enregistre. Et donc j'ai bel et bien une porte qui peut s'aligner et qui maintenant peut choisir d'être fermée à 45, à 90, changer au niveau de la symétrie et s'étirer. Alors, les blocs paramétriques, ça peut être utile, mais c'est pas parce que ça existe qu'il faut le faire en permanence. Typiquement, la fenêtre qui s'agrandit avec un store qui se baisse, etc., ça pourrait être super pratique pour des élévations, des vues de façade de bâtiments, qu'on n'ait pas besoin de créer différents blocs à chaque fois, on en a un, on le met partout. La porte, c'est un petit exercice théorique que je montre à mes élèves pour qu'ils comprennent bien comment fonctionnent les différents éléments du bloc paramétrique, mais je ne l'utiliserai jamais pour faire un plan. En soi, c'est très pratique, parce que je fais un plan et j'ai pas besoin d'avoir plusieurs blocs de porte, je mets le même partout. Ça va aller plus vite. Mais là où ce serait contre-productif, c'est que j'ai fait dans un autre tuto, que je vous mets en fiche ici, un petit exo où on fait un tableur qui va dénombrer automatiquement nos blocs. Ça peut être très utile quand on doit faire une estimation du nombre de blocs qu'on a sur tout un plan. Et pour chaque type de bloc, combien d'unités sont présentes sur le plan, afin qu'on puisse faire une estimation des coûts d'un projet. Bien typiquement, si je mettais cette porte partout sur mon plan, je ne saurais pas combien j'ai de portes en 90, combien j'ai de portes en 100, 110, 120, combien s'ouvre vers la droite, combien on l'ouvrant vers la gauche. Et du coup, ça m'aiderait pas pour faire mon estime et après aller faire mon devis et passer ma commande. Donc c'est pas parce qu'on sait faire des blocs paramétriques qu'il faut en mettre de partout, même si ça pourrait sembler être une solution de facilité, même si en soi c'est complexe de faire un bloc paramétrique. Mais une fois qu'on l'a fait, on peut l'utiliser partout. Typiquement, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un élève qui a eu besoin d'un bloc paramétrique. C'était pour l'emprise au sol d'une grue. Il était grutier, lui, on lui demandait de se déplacer sur des chantiers avec ses grues et de pouvoir les mettre sur les chantiers, voir l'emprise au sol qu'elle aurait, comment la flèche se déplacerait sur le chantier, jusqu'où elle pourrait aller chercher des choses pour les transporter et les déposer ensuite. Et bien typiquement, un bloc paramétrique pour ça, on le pose, on peut faire tourner la flèche, on peut choisir, mettre un rayon d'action sur sa flèche, sur sa grue, etc. Là, ce sera très pratique.
Donc les blocs paramétriques, c'est super pratique, c'est situationnel, faut pas en abuser non plus. On s'en sert pas énormément au quotidien, mais ça existe, il faut le savoir, et on peut les utiliser. C'est peut-être 5% du boulot, voire même moins selon les bureaux d'études, mais il faut savoir que ça existe. J'espère que ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je fais cela à la base pour mes élèves, mais si ça peut être utile à un maximum de personnes, tant mieux. Et ça passe par flatter l'algorithme de YouTube et donc mettre des likes, des commentaires. Je suis désolé si j'ai parfois la respiration un peu forte sur la vidéo. J'ai été bien malade dernièrement et j'étais encore un peu fatigué au moment d'enregistrer ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.